Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Spéculation autour d'une potentielle candidature du président sénégalais Macky Sall à la présidentielle de 2024. Les avis divergent quant à un éventuel troisième mandat. Le chef de l'État qui de son côté continue d'entretenir le mystère. Renouvellement du partenariat économique entre le Mozambique et l'Inde. Pendant 5 années supplémentaires, le Mozambique poursuivra ainsi ses exportations de légumineuses, des exportations chiffrées à 200 000 tonnes. Et enfin, la 27e édition du championnat du monde de handball en Égypte, une compétition qui se déroule jusqu'au 31 janvier. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Côte d'Ivoire se prépare à ses prochaines élections législatives. Le début de la campagne électorale a été fixé au 26 février et durera une semaine. Une information délivrée ce 14 janvier par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibière, au cours d'une rencontre avec les partis politiques et les membres de la société civile. Rappelons que le dépôt de candidature est possible jusqu'au 20 janvier. La CEI devra ensuite publier la liste définitive des candidats le 31 janvier avant de la transmettre au Conseil constitutionnel. Le scrutin, quant à lui, est prévu pour le 6 mars. Le président sénégalais Macky Sall briguera-t-il un troisième mandat? Les spéculations autour d'une potentielle candidature à la présidentielle de 2024 vont bon train au sein de l'opinion. De son côté, le chef de l'État qui a entamé son second mandat en 2019 continue d'entretenir le mystère. Reportage de notre correspondant Bijou Nomenio. Après la Côte d'Ivoire et la Guinée, tous les regards sont désormais tournés vers le Sénégal. L'élection présidentielle est prévue pour 2024 et nul ne sait encore si l'actuel président va répliquer. Macky Sall joue la carte de la prudence et ne laisse pas dévoiler ses ambitions. Ce sera ni oui ni non, a-t-il déclaré lors d'une interview réalisée par des médias locaux en décembre 2019. Un flou qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, le président de la République, lorsqu'il a demandé le suffrage des Sénégalais en 2019, il a été élu. 1 mois ou 2 mois après, les gens étaient en train d'agiter cette question de mandat. Le président nous a demandé, tous ceux qui travaillent avec lui, de ne pas polémiquer et de travailler pour ce dont pourquoi il a été réélu en 2019. Les derniers événements laissent pourtant croire que le président Macky Sall est en train de baliser le terrain. Il a nommé son adversaire de toujours Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental le 1er novembre 2020. L'opposition sénégalaise est plus désunie que jamais et ne porte en son rang que des figures résistantes, à l'image d'Ousmane Sonko. Nous sommes des militants très disciplinés, nous ne suivons que la ligne du parti. Nous suivons les directives de notre président de la République, qui est le président Macky Sall. Et concernant cette question également, ça ne fait qu'amener des débats inutiles. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à répondre à cette question. Selon la constitution sénégalaise, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais cette même constitution avait été modifiée en 2016 à l'occasion d'un référendum. Certaines voix désignées considèrent alors que le premier mandat du président Macky Sall a commencé en 2019, ce qui lui donne la possibilité de se représenter à nouveau. Dans le reste de l'actualité, les Soudanais dans la rue. Des dizaines de citoyens ont manifesté ce 14 janvier à Khartoum pour réclamer la fermeture des centres de détention illégaux. Une mobilisation qui intervient après la mort du militant Bah Eldin Nouri, survenu en décembre dernier après avoir été arrêté par les forces de soutien rapide. L'appel à la mobilisation a été initié par l'Association des professionnels soudanais, la SPA, qui est notamment connue pour avoir largement contribué à la chute de l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019. Le Mozambique poursuit son partenariat économique avec l'Inde. Les autorités ont en effet décidé de renouveler l'accord sur les exportations des légumineuses, et ce pour 5 années supplémentaires. 200 000 tonnes de légumineuses devraient être ainsi exportées, notamment le pois d'Angole. Victoria Seji.
Les autorités mozambicaines ont renouvelé leur accord commercial avec l'Inde pour 5 ans. Le Mozambique continuera d'expédier vers la deuxième puissance démographique mondiale plus de 200 000 tonnes de légumineuses et principalement le pois d'Angola. Le Mozambique travaillait sur un accord datant de 2016 et qui doit expirer en mars 2021. Quand le Mozambique aura développé de vastes exploitations, il ne sera plus dans la logique de signer des contrats sur 5 ans. Ça sera simplement des contrats spot. C'est-à-dire, on appelle le fournisseur ou alors le client, on lui dit nous avons 200 000 tonnes, nous avons 400 000, 500 000, 1 million de tonnes de légumineuses ici. On fait le prix et puis on leur livre. Si l'Inde débarque au Mozambique pour chercher les légumineuses, ce n'est pas pour nos beaux yeux. L'environnement au monde qui est le moins pollué, c'est encore l'Afrique parce que l'industrie en Afrique est encore un état embryonnaire. Donc tous les produits que nous avons ici dégagent de l'oxygène. La qualité des produits, notamment les légumineuses que le Mozambique procure au marché international et tout spécialement à l'Inde, est encore de nature à être assimilée à de la qualité bio. L'Inde compte même revoir à la hausse son volume de légumineuses à importer de 200 000 tonnes à 400 000 tonnes sur la campagne commerciale 2020-2021. Troisième fournisseur mondial de légumineuses à l'Inde, le Mozambique en a tiré 100 millions de dollars en 2018 d'après les données du site Global Trade Tracker. On ne peut pas dire que le Mozambique n'en tire pas partie, mais pour les finances publiques, ce n'est pas encore ce qu'on aurait espéré. L'industrie légumineuse au Mozambique est prometteuse. Le Mozambique va tirer davantage parti lorsque les espaces cultivés vont être démultipliés. Riches en nutriments bénéfiques pour la santé, les légumineuses sont au cœur de l'alimentation indienne. En milieu urbain, 48% des Indiens se disent végétariens contre 41% dans les régions rurales. Pas étonnant que l'Inde représente le premier producteur mondial de cet aliment, mais aussi le premier marché d'importation mondial de légumineuses. C'était le 1er janvier dernier. Les opérations commerciales dans le cadre de la ZLECAf ont officiellement été lancées lors d'une cérémonie virtuelle. Depuis son entrée en vigueur, 90% des règles d'origine ont déjà été approuvées par les pays membres, annonce le chef de cabinet au secrétariat de la ZLECAf, Philomène Tine. Dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les pays africains ont convenu de supprimer 90% des droits de douane sur une période de 5 à 15 ans selon leur niveau de développement, indique le secrétariat de la ZLECAf. Quant aux 10% restants, ils doivent être achevés d'ici juillet 2021. Les règles d'origine ont été négociées avec un objectif, encourager la création d'emplois en Afrique. Pour cela, l'accord n'inclut pas les produits de tiers et évite le transbordement, mais promeut plutôt les produits à valeur ajoutée africaine. Les règles d'origine convenues entre les pays membres dans le cadre de la ZLECAf permettent de déterminer l'origine des marchandises entrant sur un territoire douanier. Selon certains économistes, il faudra trouver le bon équilibre pour que le continent soit à la fois attractif mais aussi créateur de valeur. Le risque est que toutes les économies africaines n'ont pas le même niveau de développement et de compétitivité. La crainte est que des grandes puissances internationales, les multinationales, puissent, dans le cadre des délocalisations, s'installer dans ces pays membres, de la ZLECAf et bénéficier alors des avantages préférentiels en termes fiscaux et douaniers. Cela sera alors une contre-performance car l'une des visions essentielles de la ZLECAf, c'est les rendre compétitives nos industries locales. Donc il va falloir faire beaucoup attention dans la mise en place des barrières douanières et fiscales et tarifaires. La ZLECAf est un projet de marché unique continental rassemblant 1,3 milliard de potentiels consommateurs pour un produit intérieur brut estimé à 3 400 milliards de dollars. Le Rwanda renforce son système éducatif. Le gouvernement a en effet annoncé le recrutement de plus de 10 000 enseignants d'écoles primaires et secondaires. Ces enseignants non diplômés devront, pendant toute la durée de leur contrat, suivre en parallèle un cursus pédagogique. Objectif pour le gouvernement, répondre à la pénurie d'enseignants qualifiés. Marie-Raphaël Antolo. Au Rwanda, les autorités annoncent le recrutement de 10 864 enseignants des écoles primaires et secondaires pour un emploi provisoire. Une décision prise dans le but de résoudre le problème de pénurie des enseignants. À cet effet, 2433 de ces enseignants seront engagés pour enseigner au secondaire, tandis que les autres serviront dans les écoles primaires. D'après une déclaration du ministre d'État chargé de l'enseignement primaire et secondaire, Gaspard Twagirayesu, pendant cet emploi provisoire d'1 an, les enseignements devront suivre un cours pédagogique obligatoire afin de se qualifier pour un contrat permanent. Cette initiative d'engager plus de 10 000 enseignants ne m'étonne pas puisque le Rwanda est bâti sur les droits socio-économiques
qui sont l'éducation, le logement et la santé. Sur la santé, sur le nombre d'hôpitaux, sur le logement, au moment où ils ont créé, en tout cas ils ont arrêté toutes les formes de maisons en paille en permettant à tous les citoyens d'avoir des tôles. Sur l'éducation, cette fois-ci, le nombre de classes et le taux de scolarisation, le pays n'hésite pas à prendre des décisions assez radicales. Donc je pense que cette décision est dans la totale ligne du besoin d'efficacité que le Rwanda s'est donné. Le Rwanda Education Board a annoncé qu'une pénurie d'enseignements qualifiés a contraint le gouvernement à embaucher des diplômés n'ayant nécessairement pas des formations en éducation. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation, Valentine Ouamaria, a annoncé que plus de 20 000 enseignants étaient actuellement nécessaires pour combler les lacunes dans les écoles. Je pense qu'ils sont dans une nouvelle forme d'expérimentation de ce que l'Afrique peut devenir, de ce que l'Afrique peut prendre comme initiative pour répondre à des questions qui sont parfois bloquées par des rigidités administratives, mais aussi des rigidités d'ordre institutionnel. Notons que le débat sur l'opportunité de retenir des enseignants à former pour combler la pénurie dans les établissements rwandais est en cours depuis 2016. Cette décision du gouvernement intervient alors que le projet national de construction de 22 505 salles de classe pour étendre les opportunités d'éducation est en cours avec 80% des unités déjà achevées. L'Égypte accueille la 27e édition du championnat du monde de handball. Plusieurs pays africains se sont qualifiés pour cette compétition. Parmi eux, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Angola. On fait le point avec José Douglas. Un championnat du monde qui a démarré le mercredi 13 janvier avec les Pharaons d'Égypte qui battent le Chili 35-29 au Caire lors du match d'ouverture. L'Égypte, un pays de handballeurs et des dispositions ont été prises à cause de la pandémie du Covid-19 pour organiser cette compétition. Dans le groupe G, l'Égypte reste un prétendant à la première place, mais la Suède est favorite. À noter que le pouvoir égyptien est directement impliqué dans l'organisation de l'événement et la fédération internationale est présidée par l'Égyptien Hassan Mustafa. Notre message est le suivant. Voici comment le monde est désormais capable de s'adapter à la nouvelle réalité que la pandémie de coronavirus nous a imposée. Quelques jours avant le début de la compétition, les organisateurs égyptiens étaient inquiets et se sont interrogés et demandé s'il faut ou non disputer l'événement à huis clos, après avoir tablé sur une jauge à 30 puis 20% de spectateurs. 3 des 4 salles avaient pourtant été construites exprès pour l'occasion. Le pire scénario pour le handball aurait été d'annuler le tournoi. Nous avons donc décidé de jouer sans supporters. À noter les affiches du week-end avec les sélections africaines. Samedi 16 janvier, Maroc-Portugal, Égypte-Macédoine et Algérie contre l'Islande. Et puis dimanche 17 janvier, Tunisie-Brésil, Angola-Croatie et Cap-Vert contre l'Allemagne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.